Bon, ben, j'ai un fan, voilà. Olivier Fourcadet, qui était mon professeur en 4e année. Merci Olivier d'être là. Alors, non, je suis très ému parce que Olivier était mon directeur de mémoire de fin de 4e année. Le titre de mon mémoire était le design industriel ou je m'en souviens plus. Mais je me souviens très bien de la dernière phrase qui était « Il faut penser les changements et non changer les pansements », qui était une citation de Francis Blanche. Voilà. Merci Olivier d'être là, merci à vous tous. Bon, nous sommes en août 2014. Je suis en Aveyron, à l'Aïeul, pour ceux qui connaissent. Voilà, la fourchette était vendue en mai ou juin 2014. Il pleut tous les jours. C'est la déprime. J'arpente cette maison de location et il y a dans la bibliothèque un livre qui m'interpelle, que je n'avais pas lu, qui s'appelle « Au nom de tous les miens ». En anglais, c'est « For Those I Loved » de Martin Gray. Et comme il pleut tous les jours, ben, j'ai que ça à faire, je le lis. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Martin Gray ou ont lu son livre « Au nom de tous les miens ». Alors, je vais vous le raconter. Donc, il est juif, polonais, il est dans les années 1920. Et puis, bien évidemment, il est prisonnier dans le ghetto de Varsovie. Il commence à mourir de faim comme tout le monde. Et puis, il essaye de survivre. Et à un moment, son père est bien évidemment emmené, on ne sait pas où. Et puis, il a une maman et 2 frères. Et ils sont tous les 4 kidnappés ou, j'en sais rien, arrêtés. Et ils montent dans un train direction Treblinka. Là, il arrive dans ce camp de concentration. Bien évidemment, il ne reverra jamais ni sa mère, ni ses 2 petits frères. Et puis, de fil en aiguille, il s'échappe. Et en essayant de rentrer à Varsovie, il parcourt la campagne polonaise. Et il essaye d'alerter les populations qu'il rencontre pour leur expliquer ce qui se passe chez eux et ce qui va se passer également. Personne ne le croit, il retourne à Varsovie. À Varsovie, il retrouve son père qui lui-même s'était échappé et il participe à ce qu'on appelle l'insurrection du ghetto de Varsovie, qui est une bataille sanglante entre les nazis qui rasent le ghetto et les quelques survivants du ghetto qui essaient de survivre. Là, il voit son père qui est exécuté sous ses yeux. Finalement, il arrive à s'échapper et il décide d'entrer dans l'armée rouge et il n'a qu'un seul désir, c'est de bouffer du nazi et de marcher sur Berlin et de leur mettre une branlée. Là-dessus, pendant son passage dans l'armée rouge, il constate une première chose. La première, c'est que finalement, il commence à devenir comme ses bourreaux, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'il agit mal. Et ça commence à le torturer. Et puis quand il arrive à Berlin, sa mission c'est d'essayer de récupérer, enfin de mettre la main sur des nazis pour les juger. Et il comprend que le politique l'emporte sur le pragmatique, sur l'historique, en tous les cas sur la justice, parce que les communistes, enfin Staline veut absolument récupérer les scientifiques. Et donc finalement il se dit qu'il n'arrivera jamais à assouvir sa soif de vengeance. Il quitte l'armée rouge, il part pour New York, parce que sa grand-mère maternelle vit là-bas et c'est la seule famille qui lui reste. Et puis, il épouse en 1959 une américaine d'origine hollandaise qui s'appelle Dina Kult. Et puis, très vite, ils reviennent en France, dans le massif du Tarn-Euron. Il a 4 enfants. Et puis, un incendie se déclenche. Il dit à sa femme, prends la voiture, va te réfugier à tel endroit. Lui, il prend un autre chemin, et quand ils doivent se retrouver, eh bien, il s'aperçoit que son épouse et ses enfants sont décédés. C'est quand même une petite claque, quoi. Le type, il a survécu à un truc qui est horrible, il perd ses enfants, enfin bon. Et donc, je termine ce livre, et je me dis... Enfin, plutôt, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est d'aller sur Google. Et je me dis, mais... est-ce qu'il est encore en vie? On est en 2014, il est né en 1922. Je me dis, s'il est encore en vie, il va falloir se dépêcher. Et puis,
Là-dessus, je m'aperçois qu'il habite en Belgique. Ça tombe bien parce que moi aussi, en 2014, j'arrive en Belgique. Et je me fixe un objectif, c'est de le rencontrer. Et je me dis, j'ai pas beaucoup de temps parce qu'effectivement, le temps passe vite pour lui. Et donc, il faut que j'essaie de rencontrer Martin Gray. Je me fixe cet objectif. Voilà. Et alors, bien évidemment, je ne sais pas où il habite. J'ai pas ses coordonnées. Comme c'est un personnage qui est mondialement connu, il y a un film qui a été fait sur sa vie et qu'il est âgé, il se cache. En tous les cas, il se cache, il n'a pas envie. Enfin, on ne retrouve pas ses coordonnées comme ça en claquant dans les doigts. Et puis finalement, à chaque fois que j'essaye de contacter quelqu'un qui pourrait m'aider ou l'ami d'un ami, paf, toutes les portes se referment. Et finalement, je me dis, entreprendre, c'est aussi et surtout savoir relever des défis. Au bout de quelques mois, c'est-à-dire, tout ce que je vous raconte est vrai, bien évidemment, au bout de quelques mois, je suis avril ou mai 2015, je suis dans un Thalys, toujours en seconde. Je suis dans un carré, et puis on est tous les quatre, personne ne se connaît, on discute. Et puis il y a un type qui est assez exceptionnel, et moi, je lui parle, et je lui dis, moi, je me suis mis comme objectif de rencontrer Martin Gray. Voilà. Je sais qu'il habite Ciney, en Belgique, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Et ce type me dit, Monsieur d'Alsace, laissez-moi vos coordonnées, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Alors, après quelques semaines, cet inconnu, c'est pas un inconnu, me dit, Monsieur d'Alsace, vous allez m'adresser un email comme si vous vous adressiez à Monsieur Gray, je vais le faire suivre. Je vous promets que Monsieur Gray aura connaissance de votre courrier. Prendra-t-il la tâche avec vous? C'est plus mon affaire. Moi, j'aurai rempli ma part du contrat. Bon, j'avais bien préparé mon truc, hop, je lui envoie. Et puis, un jour de juin 2015, je m'en souviens très bien, je passe la tondeuse parce qu'en Belgique, il pleut beaucoup, et comme il pleut beaucoup, l'herbe pousse très vite. Donc, je passe la tondeuse, et là, mon téléphone sonne. Alors, il faut savoir qu'il ne sonne pas beaucoup, mon téléphone, de manière générale. Et c'était Martin Gray au téléphone. Et il me dit, Patrick d'Alsace, je dis oui, c'est Martin Gray au téléphone. Votre lettre, bon, c'était un email, mais votre lettre m'a beaucoup émotionné. Quand est-ce qu'on se rencontre? Voilà, alors ça, j'étais très heureux de l'avoir rencontré. Donc, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et puis après ça, Martin Gray est décédé en avril 2016. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que, d'abord, j'étais très heureux de le rencontrer, une fois de plus, comme je viens de le dire. Et puis, j'étais surtout content d'avoir atteint mon objectif. Parce que c'était l'objectif que je m'étais fixé. Quelque temps après cette rencontre, un ami vient me voir et me dit « Tu sais pourquoi toi, tu es un entrepreneur ?» Parce que moi, j'ai écrit sur Martin Gray, c'est une figure importante pour moi, mais jamais je n'aurais imaginé pouvoir le rencontrer. Toi, tu lis un livre, tu te fixes comme objectif de le rencontrer et tu y arrives. Alors déjà, je voudrais casser un mythe, je suis désolé. Souvent, les gens m'ont posé la question de savoir pourquoi j'entreprenais, parce que jamais personne ne m'a embauché. C'est aussi simple que ça. Donc, il a bien fallu avant que je me mette à travailler et que j'avance. Alors, j'aurais pu disserter avec vous sur l'entreprise et le fait d'entreprendre, bien évidemment. D'ailleurs, qu'est-ce qu'entreprendre si ce n'est prendre la résolution de faire quelque chose et de se mettre en action pour réaliser la décision, la résolution qu'on a prise? C'est aussi simple que ça. Donc, vous serez tous, à court terme ou moyen terme, entrepreneurs, parce que c'est prendre la résolution de faire quelque chose et de se mettre en action pour réaliser cette résolution. Ce qui me fait réagir, c'est que cet ami n'avait jamais, lui, osé ou même envisagé de pouvoir le rencontrer. Et donc, ça m'a renvoyé dans mes souvenirs, et j'avais une phrase que j'aimais beaucoup, qui a été ma devise pendant très longtemps, qui était « Memento audere semper ». C'est du latin, je sais. J'ai été viré de mon cours de latin par ma prof en troisième. Memento audere semper, souviens-toi qu'il faut toujours oser. Alors, j'aurais pu écrire « La chance ne sourit qu'aux audacieux ou qui ne tentent rien à rien ». Pasteur disait également « La chance ne favorise que les esprits préparés ». Je préfère cette citation latine car elle me replonge avec émotion dans le Larousse, édition 75, qui trônait fièrement sur mon bureau. À cette époque préhistorique, je sais, nous sommes dans les années 80 du siècle précédent, du millénaire précédent même, il y avait dans toutes les maisons des dictionnaires, des encyclopédies, des atlas et même des annuaires. Quoi qu'il en soit, l'édition Larousse avait une particularité, elle offrait en son centre des pages roses avec des citations latines, leur traduction et leur explication, une chronologie
tout un savoir exceptionnel qui participait à un socle commun, qui permettait de se cultiver. C'était, je vous assure, absolument passionnant, et surtout, ça me faisait marrer après ça quand je lisais Astérix et Obélix. Et donc, pendant très longtemps, cette citation, Memento audere semper, est devenue ma devise, souviens-toi qu'il faut toujours oser. D'ailleurs, vous remarquerez que souvent, ce qui empêche les hommes d'avancer ne sont pas les problèmes qu'ils rencontrent, mais l'idée qu'ils s'en font. Dans votre vie future, souvenez-vous qu'il faut oser, il faut tenter sa chance ou la chance. D'ailleurs, vous avez osé affronter vos camarades, vous avez réfléchi. Ceux d'entre vous qui lèveront des fonds, vous serez jugés, ou ceux comme d'entre vous qui entreprendrez, vous serez jugés sur votre capacité à oser créer, exécuter et dépenser l'argent qu'on vous confiera. Et souvenez-vous de ce que l'on dit dans la Silicon Valley, il est plus facile de demander pardon que de demander l'autorisation. Sachez qu'à chaque fois que vous demandez à quelqu'un, on vous dira non, donc lancez-vous. Alors maintenant, vous vous dites, bon, avec un peu de chance, c'est bientôt fini. Le type, il a eu que des succès. Dans 10 minutes, c'est plié. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors, je ne sais pas si un jour, je vous ai déjà parlé de mon ami Marc. Marc, il a tout pour lui. Il est beau gosse, polytechnicien, bouddhiste, mais plutôt stoïcien. Donc ça parle à Xavier. C'est un peu d'ailleurs là qu'on s'est perdu. Et puis un jour, Marc me dit, tu sais, Patrick, dans la vie, la roue tourne. La roue tourne. Alors, comme ça m'énervait qu'ils me disent une banalité comme ça, je lui ai dit, tu sais, Marc, tu as raison, mais elles n'ont pas toutes le même diamètre. Et moi, j'étais assez content, je dois dire. Et donc, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai connu des échecs. D'abord, je suis le troisième d'une famille de 4 garçons. J'aurais bien aimé être le premier. Ensuite, il m'aura fallu 5 ans pour le lycée, au lieu de 3. Après, les trois associés fondateurs de la Fourchette ne se parlent plus depuis 10 ans. Ça aussi, c'est un échec. Après la Fourchette, j'ai monté une nouvelle société qui s'appelait Airfi. Ça va vous faire marrer, mais c'était pour les coiffeurs. Et qui voulait devenir le TripAdvisor de la coiffure. Encore un échec. Et dernièrement, je viens de fermer ma toute première société, celle qui m'a permis de lancer toutes les autres. Voilà, des échecs, j'en ai une brouette. Alors, comme beaucoup, je pourrais vous dire, voire même écrire sur tous les réseaux sociaux, que ce qui ne me tue pas me rend plus fort, ou derrière chaque succès se cachent plusieurs échecs, ou encore on apprend toujours de ses erreurs. Bullshit walks, money talks. Sans entrer dans les détails de toutes ces aventures, je voudrais attirer votre attention sur un point extrêmement important. Là, c'est le vieux singe qui parle. Ne croyez pas tout ce que vous voyez et entendez sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. La vie de quelqu'un se lit comme un bilan comptable. Il y a d'un côté le passif et de l'autre l'actif. Et la plupart des gens ne veulent montrer que l'actif de leur vie, leur réussite, leur succès, en omettant leurs échecs. Et c'est normal. On veut toujours être photographié sous son meilleur profil. Et maintenant, la tendance est de montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité. Chacun jugera. Personnellement, je n'ai ni télévision ni radio et je ne suis sur aucun réseau social sauf LinkedIn et je remercie les 250 d'entre vous qui m'ont envoyé une invitation. C'est pas vrai, il y en a eu 5. Alors, attention, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'écran. En revanche, je choisis ce que je veux regarder et j'enlève toutes les notifications push. Pourquoi ? Déjà, à l'époque de la Fourchette, quand Clément Feld, qui aujourd'hui vient de racheter une brasserie lui aussi, était le responsable de la communication, m'avait dit « Patrick, il faut absolument que tu aies un compte Twitter, il faut que tu tweets, il faut que tu aies un profil Instagram. » Alors je lui ai demandé « Mais pourquoi ?» Il dit bah, « Pour faire le buzz, pour raconter la vie de la Fourchette, pour parler de toi, j'en sais rien, pour guider, quoi. » Alors je lui avais demandé de rien faire. Et puis je lui ai cité 2 proverbes que j'aime beaucoup. Le premier est un proverbe de Lao Tzu qui dit « Tu es maître de ta pensée et esclave de ta parole ». Je pense que ça vaut le coup d'être médité. Et le second est un proverbe berbère. « Si ta parole n'est pas plus belle que le silence, alors garde-la pour toi. » Et il m'en a plus jamais reparlé. Et on n'a jamais eu de compte Twitter, en tous les cas à l'époque où j'y étais, ni de compte Insta. Et j'ai eu un compte Facebook très tard parce que c'est mon actionnaire majoritaire qui me l'avait créé, qui m'avait dit « Écoute Patrick, tu ne peux pas être chez la Fourchette et pas avoir de compte Facebook. » Je ne savais même pas ce que c'était. La deuxième raison de mon absence des réseaux sociaux, c'est parce que je souhaite garder mon libre arbitre. Et ça, c'est très important, s'il vous plaît. Et c'est, à mes yeux, un enjeu majeur de société.
Toutes ces applications ont des algorithmes cognitifs extrêmement puissants. Plus vous likez un sujet et plus vous recevrez des notifications dans ce sens-là. Alors c'est évident pour vous parce que vous êtes né avec Internet. Mais pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis déjà un peu plus âgé que vous, en réalité, c'est très dérangeant. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, je sais que vous allez me dire, oui, vous savez. Alors, plus vous likez un sujet, plus vous recevrez des notifications dans ce sens-là. C'est imparable. Vous aimez la marche à pied, paf, le réseau va vous proposer des randonnées. Vous avez peur du changement climatique, paf, les réseaux vont vous abreuver d'images et d'articles anxiogènes. Vous êtes anti-vax, vous ne risquez pas de vous vacciner. Hein. Parce que les algorithmes prédictifs vont toujours aller dans votre sens. À la fin, que se passe-t-il? Vous avez perdu toute notion de libre arbitre, parce que toutes les informations que vous lisez sont en réalité choisies pour vous. Or, le principe même des écrans, et notamment des réseaux sociaux, c'est de créer des addictions de deux manières, en captant l'attention réflexe et en donnant au cerveau du plaisir sans effort, en fabriquant de la dopamine, qui est le neurotransmetteur du plaisir. Et donc finalement, c'est un processus extrêmement vicieux, car pour avoir sa dose de dopamine réclamée par votre cerveau, vous allez allumer votre écran et commencer à swiper. D'ailleurs, vous remarquerez que dans le métro, les gens ne se parlent plus, ils sont sur leur écran, et ainsi de suite. Finalement, je pense qu'il faut considérer ces nouvelles technologies, notamment les intelligences artificielles, comme l'argent. On dit de l'argent que c'est un excellent esclave et un maître terrible. Il vous rendra des services incroyables et vous asservira s'il vous domine. Souvenez-vous également que vous êtes dans une école où l'on vous apprend à réfléchir, à construire un raisonnement, vous en êtes la preuve vivante, à vous affranchir des barrières, à dépasser vos propres limites pour vous aider à grandir. Réfléchir est un exercice exigeant. Et ça l'est d'autant plus que l'émotion a remplacé l'information. Alors, face aux décisions que vous prendrez, ne vous laissez pas envahir par l'émotion, mais gardez le recul nécessaire et votre esprit d'analyse si cher à votre école. Et un des meilleurs moyens de s'affranchir de toutes ces émotions envahissantes est de débrancher son téléphone et de prendre le temps de lire. Oui, lisez, lisez beaucoup. Je ne vous parle pas de magazines, je vous parle de livres, de biographies, de romans, de livres de science-fiction, de livres de management. Enrichissez-vous, nourrissez-vous. Je crois également qu'un des plus gros bouleversements auxquels j'ai pu assister ces dernières années, c'est le rapport au temps. Combien d'entre vous, on pourrait faire un quiz là, combien d'entre vous ont déjà pris le temps d'écrire une lettre manuscrite? Ouais, ça va, c'est pas mal encore. Et d'attendre une réponse. Aujourd'hui, chaque fois qu'un de mes enfants quitte la maison, il faut savoir que la nouvelle génération, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un mail. Je sais, aujourd'hui, chaque fois qu'un de mes enfants quitte la maison pour quelques jours, j'essaie de lui écrire une lettre. Et je sais que c'est un plaisir mutuel pour moi d'écrire et pour lui de la recevoir, et peut-être même de la garder. Et puis je fais exprès de faire des fautes. 8, 10, 14, à lui de les trouver. Bien sûr, ça n'amuse que moi. L'autre jour, je reçois un message WhatsApp. Alors, je le lis et je ne réponds pas immédiatement. Et là, ma fille me dit « Papa, tu viens de lire un message et tu ne réponds pas tout de suite. » Je dis « Bah oui. » Elle me dit « Ouh là là, le seum que tu lui mets, là !» Alors, j'ai pas compris ce qu'elle me disait. Enfin, j'ai compris ce qu'elle voulait me dire, mais pas vraiment sa manière de s'exprimer. Et puis finalement, elle me dit « Mais tu peux pas faire ça. Il faut répondre tout de suite. » Moi, je serais hyper vexé que la personne ne me réponde pas dès que je vois qu'elle l'a lu. Et je vis la même chose au quotidien dans ma modeste brasserie, où j'ai des clients qui arrivent et qui me disent « Monsieur, j'ai 5 minutes pour déjeuner, qu'est-ce que vous pouvez me faire ?» Alors là, l'autre jour, j'en ai un qui s'est présenté comme ça. Je dis « Monsieur, vous pouvez aller chez Flunch, si vous voulez. » Alors ça l'a un peu surpris parce qu'il n'a pas l'habitude. Je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que vous m'imposez votre planning ? Pourquoi est-ce que vous m'imposez votre emploi du temps ? La prochaine fois, venez plus vite. » Et puis finalement, il a passé un excellent moment et il avait beaucoup plus de temps à me consacrer que ce qu'il avait voulu. Et dans le même temps, le monde est fascinant et avance à une vitesse folle. D'ailleurs, comme le disait si bien et si justement en début de semaine Philippe Aguillon, seules les innovations technologiques nous permettront d'affronter et de résoudre les grands défis d'aujourd'hui et de demain. Et vous l'avez tous prouvé en montant sur scène. Alors, soyez vous-même innovants et faites partie de la solution. Avant de terminer, je voudrais aborder avec vous un dernier thème qui est celui de la réussite. Est-ce que j'ai réussi ma vie ?
Allez-vous réussir la vôtre? Mais quelle question immense! C'est à la fois une falaise et un précipice. Qu'est-ce que la réussite? Je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite, de la même manière qu'il n'y a pas qu'un seul type de réussite ou qu'une seule manière de réussir. Vous pouvez réussir professionnellement parlant et complètement rater votre vie personnelle. Le contraire est possible aussi. En revanche, et au risque de vous surprendre, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de réussite professionnelle sans beaucoup de travail. Vous n'entendrez jamais un chef d'entreprise, un artisan, un grand patron vous dire « Si, moi aussi je fais la semaine de 4 jours payé 5 ». C'est toujours mis en place pour les autres. Si vous visez le haut de la pyramide, alors il vous faudra beaucoup travailler. Plus et mieux que les autres. Mais une bonne manière de savoir si vous réussissez est de vous fixer des objectifs et de regarder si oui ou non vous les atteignez. Et la meilleure façon d'atteindre ces objectifs, c'est d'aider les autres à atteindre les leurs. Car une des réponses à cette question de votre propre réussite se trouve dans la réussite des autres, de ceux que vous aiderez, managerez, encouragerez, élèverez et aimerez. Souvent, on associe la réussite à l'argent. C'est certainement une réponse, peut-être la plus évidente ou la plus visible. Personnellement, j'offrais à chaque manager qui est entré chez La Fourchette le livre de Tony Hsieh, Delivering Happiness. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Ou L'entreprise du bonheur? Il y en a un qui l'a lu? Bon, il est timide. Il fallait le lire, comme ça je vais vous le raconter. Je vous le raconte rapidement. Tony est jeune, il est embauché chez Oracle. Il s'ennuie. Il l'a lu? C'était bien? Il crée une entreprise qui était au début d'Internet, qui fait des bannières publicitaires. Il la vend et gagne un peu plus de 30 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous imaginez, 30 millions de dollars. Là, il ressort la liste de ses envies qu'il avait rédigées alors qu'il était plus jeune et s'aperçoit qu'il a tout exaucé. Il a une belle maison, il a une belle voiture, il a une belle télé, il a passé de belles vacances, il a fait la fête avec ses amis. Il est las, il s'ennuie, il déprime. Il est même déçu par cette réussite qui n'en a finalement que l'apparence mais pas le goût. Un jour, il reçoit un email d'un type qui lui propose de vendre par Internet des chaussures. Il écrase ce premier mail en se disant « ça ne l'intéressera pas, de toute façon les chaussures, ça l'ennuyait ». Et puis le type lui renvoie un deuxième mail qui lui dit « le marché de la vente de chaussures par correspondance aux États-Unis pèse 40 milliards de dollars ». Vas-y, putain, 40 milliards. Et donc 10%, ça fait 4 milliards. S'il y a 5%, de ce marché qui arrive déjà, qui passe par Internet, ce qui devrait être possible, ça fait un marché qui est colossal. Voilà, je vous laisse lire la suite. La suite, c'est vraiment un livre absolument exceptionnel. Ça s'appelle Delivering Happiness. Voilà, mon temps de parole touche à sa fin et je voudrais vous rappeler cette citation de Confucius sur laquelle je n'ai bien évidemment aucune illusion. L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Donc, n'écoutez pas forcément les vieux singes dont je fais partie et réalisez-vous pleinement. En revanche, je voudrais que vous reteniez cette phrase. La vie est trop courte pour ne pas en faire quelque chose de grand et soyez certains que vous avez tous les éléments en vous et dans cette école pour faire de votre vie quelque chose d'immense. Merci beaucoup.